Aujourd'hui, nous allons parcourir la géographie de ce que je me permets d'appeler ici le centre du monde, c'est-à-dire une région qui est au contact entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, c'est-à-dire le Moyen-Orient. Donc, nous allons d'abord en faire un parcours historique avec Alexandre le Grand, qui au IVe siècle avant notre ère avait réalisé une grande expédition à l'issue de laquelle il cherchait à unifier l'Europe et l'Asie. Nous allons aussi faire un parcours très historique de la géographie de l'Irak, c'est-à-dire à partir de l'époque où elle s'appelait la Mésopotamie. Nous allons aussi regarder de plus près la géographie et l'histoire d'un pays beaucoup plus récent, la Turquie, cette plateforme aux portes de l'Europe, pour revenir encore une fois à ce qui caractérise le Moyen-Orient, c'est-à-dire la profondeur historique, en examinant le cas de la ville de Jérusalem, cette capitale universelle, pour ensuite revenir à quelque chose de très moderne, de très contemporain, de très géopolitique, à savoir la géographie du pétrole, tant dans la région que dans le monde, en insistant sur l'importance des réseaux. De quel Orient parlons-nous vraiment? Comme vous le savez, plusieurs expressions existent, telles de Proche-Orient, Moyen-Orient, Extrême-Orient, on parle même des pays du Levant. Enfin, toutes choses qui sont expliquées dans votre manuel. Ici, nous utilisons le terme Moyen-Orient dans son acception la plus courante de nos jours pour désigner, c'est un peu d'ailleurs un compromis, une région qui s'étale de la Turquie à l'Iran et des rives orientales de la Méditerranée jusqu'à l'océan Indien. Il s'agit de limites qui, quelquefois, sont bien sûr remises en question, mais peu importe. Ici, nous parlons d'un territoire qui rassemble quelques 240 millions d'habitants, bien sûr, sur 6 millions de kilomètres carrés, donc une densité d'environ 40. Ceci dit, il faut aussi faire une distinction concernant le monde arabe entre ce qu'on appelle l'Occident et l'Orient arabe. L'Occident arabe, c'est-à-dire le Maghreb, Al-Maghrib, les pays du soleil couchant, qui désignent généralement le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie, qui ne font pas partie donc du Moyen-Orient dont nous parlons aujourd'hui, et les pays du Mashraq, avec la Libye un peu entre les deux, qui commence donc avec cette Libye et l'Égypte, donc vers l'Est, pardon. Ce Moyen-Orient comprend des immenses déserts, des réseaux de montagnes très importants, notamment de montagnes alpines, avec des grands fleuves sur lesquels nous reviendrons. La région est largement découpée par les mers, un peu comme l'Europe, n'est-ce pas, avec des golfs très profonds et des zones de passage étroits. C'est une région qui a été politiquement et qui demeure politiquement très active, car ici, on a l'accumulation d'une énorme expérience historique. Il ne faut pas oublier qu'on est à bien des égards au centre du monde, au centre notamment et au cœur du monde musulman, au centre et au cœur du monde arabe. Le monde arabe déborde largement, on vient de le laisser entendre, et le Moyen-Orient n'est pas qu'arabe. Plus de la moitié de la population du Moyen-Orient dont nous parlons ici est turque et iranienne. Il y a plus de Turcs et d'Iraniens que d'Arabes dans le Moyen-Orient dont nous parlons ici. C'est le cœur de l'origine du judaïsme et aussi bien sûr du christianisme. On est au centre, ou plus exactement sur l'essieu, le noyau autour duquel ont gravité les relations entre l'Occident et l'Orient, à la charnière entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Puis cette Asie, ça comprend bien des mondes, ça comprend le monde turco-mongol, ça comprend le monde indien, ça comprend le monde chinois, le monde sud-est asiatique, toutes des régions qui ont alimenté des réseaux de contact qui ont souvent eu comme point d'aboutissement auprès de l'Occident avec ce Moyen-Orient. Le Moyen-Orient lui-même est centré sur ce que l'on a appelé, ou qu'on peut encore appeler aujourd'hui le croissant fertile, c'est-à-dire c'est la Mésopotamie et les trois petits fleuves, l'Oronte, Litanie, Jourdain, qui donnent sur la Méditerranée, à la charnière même entre les quatre grands pôles fécondeurs, n'est-ce pas, de l'histoire et de la géographie de cette région, à savoir les blocs et foyers historiques que représentent l'Égypte, la Perse, la Turquie et l'Arabie, avec, il ne faut pas oublier, le ciment grec, dont nous aurons l'occasion de reparler. L'encadrement par les mers caractérise aussi cette région, la Caspienne, la mer Noire, la Méditerranée et la mer Rouge, bien sûr, avec des quasi-mers tels que le golfe d'Oman, qui est une espèce de golfe de l'océan Indien qui donne sur le golfe arabo-persique. On est donc ici dans une région qui sert d'axe ou de pont entre la Méditerranée et l'océan Indien, reliée essentiellement par deux branches, une essentiellement maritime, bien sûr la mer Rouge avec son son canal de Suez ouvert en 69, et la Mésopotamie, on le verra, qui représente un ancien golfe et qui constitue une zone de pénétration qui se rend presque jusqu'à la Méditerranée, qui est accessible par des zones de passage à travers notamment les monts du Liban.
il y a donc aussi, rappelons-le, plusieurs zones de passage, des goulots d'étranglement, des ponts tels que l'Hellespont, des Grecs anciens, c'est-à-dire le Bosphore, la mer de Marmara et les Dardanelles, c'est ce couloir de communication qui relie la mer Noire à la Méditerranée. Il y a aussi, on vient de le dire, la mer Rouge avec son canal de Suez au nord et le Bab el-Mandeb au sud, qui donne sur le golfe d'Aden et donc sur l'océan Indien. Le golfe d'Oman qui donne sur le détroit d'Ormuz et donc sur le golfe arabo-persique. Toutes choses qui doivent nous faire penser à l'ancienneté de la navigation dans cette région où les gens ont appris à naviguer d'abord dans le désert à la lecture des étoiles. On est donc, rappelons-le, à la charnière des grands déserts, cet axe de grands déserts qui s'étale des rives de l'Atlantique africain, nord-africain, jusqu'en Asie centrale. Et donc, le Moyen-Orient est au cœur d'une région désertique qui a été aussi le lieu d'inventions spécifiques, d'inventions mathématiques, l'algèbre notamment, qui a été largement pratiquée par les Arabes, l'étude des étoiles, la géométrie, donc, et qui a servi à la navigation, qui a fait que les Arabes, lorsqu'ils se sont lancés à la conquête des océans, en particulier de l'océan Indien, des mers et des océans de l'océan Indien, ils avaient déjà une longue expérience de navigation. Donc, les déserts sont importants. Ils couvrent en réalité près des 3/4 de la superficie de cette région de 6 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire des régions qui reçoivent moins de 25 cm de pluie annuelle en moyenne. Il y a le cas du centre du plateau anatolien qui est semi-désertique, qui reçoit lui à peu près 2 fois cela en moyenne, mais aussi des régions carrément désertiques, telles que le désert de Syrie, qui englobe la majeure partie aussi de la Jordanie, le désert, dans la péninsule arabique, le désert du Nefoud, celui du Neige avec au centre Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, au sud le Roub al-Khali, et puis bien sûr, plus loin à l'est, les grands déserts salés, le désert de Lout, en Iran. Ces déserts sont cependant alimentés grâce à la présence, ou les bordures des déserts, grâce à la présence de châteaux d'eau dans les chaînes de montagnes. Ces montagnes qui ont quelquefois été des lieux de refuge pour des peuples, notamment au Yémen. Et ces montagnes qui appartiennent en partie au grand axe alpin mésogéen dont nous avons parlé il y a quelques semaines, qui comprend la chaîne pontique, les monts du Taurus, donc en Turquie, n'est-ce pas, le Caucase, les monts Elbourz et bien sûr les monts du Zagros sur le flanc occidentale de l'Iran. Et puis des chaînes beaucoup plus anciennes dans la péninsule arabique, c'est des chaînes surtout précambriennes que péninsule arabique et ses assises au nord, donc les monts du Liban, les monts de l'Anti-Liban, et puis les monts du Hejaz, les monts de l'Assir, les monts de l'Hadramaout dans le sud de la péninsule arabique, jusqu'au mont Hadjar dans l'est, où culmine le Djebel Akdar. Ces montagnes sont bien sûr, je les laisse entendre, des châteaux d'eau qui reçoivent plus de précipitations annuelles, sont souvent la source de fleuves et de régions, et sont donc des régions mieux arrosées. Il y a aussi des régions en elles-mêmes mieux arrosées, telles que le cœur même, telles que les bordures de l'Anatolie, pardon, et que des montagnes telles que celle du Yémen, qui représente une des régions les mieux arrosées de la région. Il y a donc des fleuves, on l'a laissé entendre, dont les principaux peuvent être rassemblés sous le vocable de croissant fertile, c'est-à-dire donc la Mésopotamie avec le Tigre et l'Euphrate, nous y reviendrons, et sur le versant méditerranéen, l'Oronte, le Litanie et le Jourdain, beaucoup moins importants au plan hydrographique, mais très importants au point de vue historique. Enfin, finalement, regardons rapidement quels sont les États qui constituent cette région telle que nous la désignons, Moyen-Orient. D'abord, la Turquie au nord-ouest, qui représente une espèce de table, un pont vers l'Europe, avec une densité très élevée pour la région, de 80 habitants au kilomètre carré, la population étant de l'ordre de 67 ou 68 millions. On y reviendra sur cette Turquie-là. Il faut penser aussi à Chypre, cette île divisée entre domaine grec et domaine turc depuis 1974. Enfin, et puis bien sûr, donc, les pays du croissant fertile et tout ce qu'ils englobent, c'est-à-dire 55 millions d'habitants. Ça comprend le Liban, l'Israël et la zone palestinienne, la Syrie et la Jordanie, et puis bien sûr l'Irak en Mésopotamie, dont nous reparlerons, avec, il faut le rappeler, des densités beaucoup plus fortes dans la branche occidentale, c'est-à-dire dans la branche méditerranéenne de ce croissant fertile. Et c'est ici, en fait, le centre du centre. C'est le théâtre sur lequel sont venus s'illustrer plusieurs des grands conquérants de l'histoire. Les pays qui entourent ce croissant fertile étant en quelque sorte les gradins de ces théâtres, de notre accès à ce théâtre. Bon, aussi, péninsule arabique, quelques 46 millions d'habitants, zone essentiellement désertique, sauf au Yémen, qui comprend d'abord le bloc constitué par l'Arabie saoudite avec ses 21 millions d'habitants et ses plus de 2 millions de kilomètres carrés, donc densité faible.
le pôle que représente le Yémen dans le sud-ouest de cette péninsule arabique, on l'a dit, une zone de refuge, environ 17 millions d'habitants. Le sultanat d'Oman, plus à l'est, seulement 2 millions d'habitants, mais qui doit faire penser à la route de l'encens. Et puis toute la série des monarchies et émirats du Golfe, pardon. Ça comprend les Émirats arabes unis, il y en a 7, comprenant l'Abu Dhabi et Dubaï, grand aéroport, n'est-ce pas? La presqu'île de Qatar, l'archipel de Bahreïn, Koweït, qui a été tristement remis sur la carte, n'est-ce pas, en 1991 à l'occasion de la guerre avec l'Irak. Toutes des régions très importantes au point de vue pétrolier, on y reviendra. Et puis bien sûr, l'Iran, le poids lourd politique de la région, 70 millions d'habitants, 1,6 million de kilomètres carrés, le foyer de l'islamisme moderne. Au fond, on vient de faire rapidement le tour d'une région, on l'a laissé entendre, très complexe au plan de sa topographie et de sa morphologie, mais aussi au plan des civilisations, toutes choses sur lesquelles nous reviendrons. Nous allons maintenant réaliser un périple moyen-oriental en compagnie d'un admirable guide, à savoir Alexandre le Grand, probablement le plus grand conquérant de l'histoire. Bien qu'il n'ait vécu que 33 ans, celui qu'on a appelé le Macédonien, qui a vécu donc de 356 à 323 avant Jésus-Christ, a réalisé des choses tout à fait remarquables du point de vue de ce qu'on peut appeler l'unification de l'Orient et de l'Occident. Alexandre le Grand a eu la bonne fortune d'avoir Aristote, le philosophe Aristote, comme précepteur dès l'âge de 13 ans. Il a donc développé un culte de la connaissance, mais il a aussi appris à exercer sa volonté. Il s'est laissé aller, on le verra, à certains excès, mais il a aussi très souvent fait preuve de sagesse. On l'a souvent qualifié de mystique, de réaliste, de rêveur, mais de rêveur positif. Il a été en fait un bâtisseur qui s'est beaucoup fondé sur son imagination, mais aussi sur sa raison de faire. Il était le fils de Philippe de Macédoine, qui est mort alors qu'Alexandre n'avait que 20 ans. Il a donc dû, très jeune, imposer son pouvoir à la Grèce et se tourner rapidement vers le monde perse, vers l'Est, c'est-à-dire vers ce monde qui avait, pendant sa jeunesse, conquis la Grèce, ou avant sa jeunesse même. En l'an 334, donc Tours avant notre ère, il, avec ses troupes, franchit le détroit des Dardanelles, c'est-à-dire l'Hellespont au sens strict du terme, il le fait en se rappelant comment en 481 avant notre ère, donc bien avant sa naissance à lui, bien sûr, Xerxès avait établi un pont de bateaux pour traverser cet Hellespont et envahir la Grèce. C'est donc à ce moment-là que commencent les grandes campagnes d'Alexandre qu'on va appeler l'expédition d'Asie. Il débarque donc à Ilion, sur la rive orientale de cet Hellespont, et là, il entreprend une série de conquêtes et remporte de grandes victoires contre les Perses, essentiellement donc contre Darius III et ses troupes. La première grande victoire, c'est sur le fleuve Granique en 334, puis il traverse toute l'Asie mineure et remporte une victoire à Issos, non loin du golfe d'Iskanderoum. La conquête de l'Asie mineure réalisée en 1 an. Les satrapies conquises sont organisées, elles ne sont pas annexées. Alexandre établit des pouvoirs civils qu'il confie à des Perses, mais les pouvoirs militaires sont assurés par ses troupes, les Macédoniens. Bon, en 332-331, il conquiert la côte syrienne, donc aussi la Phénicie, ça comprend Sidon, Tyr, Gaza. Il arrive en Égypte, il fonde Alexandrie, première Alexandrie fondée, première grande colonie grecque. Et il organise d'ailleurs des expéditions scientifiques pour étudier le Nil, les crues du Nil. Il établit aussi des gouverneurs perses et des garnisons macédoniennes en Égypte. Et puis surtout, il réorganise la flotte égyptienne. Ensuite, il remonte à travers la Phénicie. On est en 331, tout se passe très vite avec Alexandre, et traverse donc en Mésopotamie, où là, il remporte la grande victoire de Gaugamel, toujours contre Darius III, qui réussit à s'enfuir une fois que les troupes macédoniennes aient contrôlé le terrain. Il arrive à Babylone, n'est-ce pas? Et là, il y prend le titre de roi. Ensuite, il continue vers l'est. Victoire à Suse en 331 toujours. Il franchit ce qu'on appelle les portes persiques pour arriver à Persépolis, où d'ailleurs il incendie en bonne partie la ville. Il continue toujours en 330, il remonte vers le nord, passe à Garde, puis vers le nord-est, vers Ecbatane, en Médie, n'est-ce pas? Et là où il fait restaurer le tombeau de Cyrus le Grand, parce qu'Alexandre était un grand admirateur de la civilisation perse. Darius III, encore une fois, s'échappe.
Bon, il continue à nouveau, c'est-à-dire il était remonté vers le nord-ouest, vers Ektaban. Et là, il repart vers le nord-est, franchit les portes caspiennes et arrive dans ce qu'on appelle le domaine iranien, où là, il remporte des victoires aux dépens des tribus iraniennes. Il n'est plus dans le domaine perse, il est dans un domaine beaucoup moins civilisé, n'est-ce pas? Et là, il se met à fonder, à multiplier les fondations de villes. Notamment Alexandrie tout court, qui correspond à l'Hérat d'aujourd'hui, Alexandrie d'Arachosi, qui correspond à Kandahar, et Alexandrie du Caucase, qui correspond à Kaboul. Donc 3 villes de l'Afghanistan d'aujourd'hui. En 329, il monte vers le nord. Il atteint l'Oxus, c'est-à-dire le Sirdaria, l'Amoudaria, pardon. On est en Bactriane, il arrive à Marakanda, prend Marakanda, c'est-à-dire le Samarcande d'aujourd'hui. Il est dans le bassin du Sirdaria également et fonde Alexandrie d'Escat. On est donc dans la région qui correspond au sud de Tachkent. Bon, ensuite, il se redirige vers le sud et vers l'est. Alors qu'en 326, toujours avec ses troupes, hein, il s'agit de conquêtes militaires, mais aussi de fondation de villes et d'établissements d'administration. Il arrive sur les rives de l'Indus, il franchit cet Indus, et il va conquérir le Cachemire et le Punjab. Et puis finalement, il établit sur les rives de cet Indus ce qu'on appelle les hôtels d'Alexandre, avec la colonne d'Alexandre. On est sur les rives, en fait, de l'Inaps, qui est un des affluents des nombreux bras de l'Indus. Et on dit que c'est lui qui a inscrit sur cette colonne ou sur un de ces hôtels, je ne me souviens plus très bien, ce dicton ici, ou cette phrase célèbre, ici s'est arrêté Alexandre. Parce qu'à ce moment-là, ses troupes en ont marre, ils sont fatigués de cette conquête qui dure depuis des années. Alexandre veut toujours aller plus loin vers l'Asie, il est curieux, il veut connaître les civilisations asiatiques, et les troupes commencent à rechigner, et Alexandre doit choisir de rentrer en Grèce. Il descend donc l'Indus, ça dure presque une année cette descente de l'Indus, avec des fondations de villes, 2 nouvelles Alexandries, dont une qui correspond au Karachi d'aujourd'hui. Et là, le grand retour commence. On est en 325, Alexandre divise ses armées en 2. Il y en a une qui traverse le désert à nouveau du sud de l'Iran, en fait du sud du Pakistan d'aujourd'hui, et une partie qui part par la mer. Cette expédition elle est plus facile. Alexandre choisit de réaliser le périple le plus difficile, celui de la traversée des déserts. Il prend donc l'itinéraire difficile. Il s'agit donc d'une nouvelle traversée de la Perse, de nouvelles explorations. Il arrive donc à Babylone en 323. Il veut en faire la capitale de l'empire qu'il vient de fonder. Il entreprend des grands travaux, mais au bout de quelques mois, en juin 323 avant notre ère, il y meurt des fièvres, probablement de la malaria. Ce qu'Alexandre a réalisé donc à travers ce fantastique périple qui n'a duré finalement que quelques années, ça a été une tentative d'unification de l'Europe et de l'Asie. Il a en fait établi des liens entre les peuples qui demeurent encore aujourd'hui. Il a fait connaître à l'Europe l'Asie, en particulier le monde bouddhiste, parce qu'il s'est rendu sur les rives du monde bouddhiste, en Bactriane notamment. Et il a laissé un héritage grec, mais il a aussi appris de l'héritage hindou. Il a répandu donc l'influence grecque et européenne en Asie. Il a aussi désengorgé à bien des égards les campagnes de la Grèce, puisqu'il a lancé une forme d'expansion agricole d'un type qu'on va retrouver un peu partout à travers l'histoire, c'est-à-dire une expansion qui permet de solutionner des problèmes agraires dans des lieux d'origine, ou enfin des lieux quelquefois trop peuplés, en créant donc des colonies de peuplement. Et surtout, il a fait la promotion de l'égalité des peuples, en ce sens qu'il a souvent associé les peuples conquis à l'administration sur un pied d'égalité avec les Macédoniens. Il a en quelque sorte répandu la pensée hellénistique, ou plus exactement, il a répandu l'hellénisme, il a favorisé l'urbanisme à la grecque, il a fondé des villes, selon Plutarque, qui a été son grand chantre en quelque sorte. Il a fondé plus de 70 villes, on en connaît 34 encore aujourd'hui, dont 25 qui portent le nom ou portaient le nom d'Alexandrie. Il a réalisé aussi des œuvres civiles remarquables, il a favorisé l'unification de la monnaie, il a favorisé l'implantation de ports, n'est-ce pas, pour encourager les échanges mondiaux. À bien des égards, on peut dire qu'il a été à l'origine de l'internationalisme. Plutarque écrivait de lui, rappelait qu'il avait donné l'ordre, cet Alexandre le Grand, à ses soldats de considérer la terre entière comme étant leur patrie. C'est un peu, je vous le rappelle, la devise de secours. S'il est une région du monde où l'histoire a marqué considérablement la géographie, c'est bien le Moyen-Orient. Et s'il est un pays au Moyen-Orient où cette marque a une profondeur exceptionnelle, c'est bien la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak d'aujourd'hui.
Cet Irak qui couvre quelques 430 000 km², c'est-à-dire à peu près les 4/5 de la France, 22 millions d'habitants, c'est-à-dire 50 habitants au kilomètre carré comme densité moyenne, ce qui est quand même assez élevé pour un pays dont 75% du territoire est désertique. Ce pays dont le cœur est constitué par la grande cuvette sédimentaire désignée du terme de Mésopotamie, c'est-à-dire l'entre-deux fleuves, ces deux fleuves étant bien sûr le Tigre et l'Euphrate, encadrés par des plateaux, et en particulier par un nord-est montagneux qui correspond à une partie du Kurdistan. Ces deux fleuves, revenons-y, qui sont essentiels à l'histoire de ce pays et à sa géographie, des fleuves qui sont reliés par des canaux à travers tout le territoire central de l'Irak, qui ont été creusés il y a fort longtemps dans la majorité des cas, et des fleuves qui ont leur source tous les deux en Turquie. Dans le cas du Tigre, directement en provenance de Turquie, il entre en territoire irakien, mais dans le cas de l'Euphrate, il fait un périple à l'intérieur du territoire syrien. Ces deux fleuves, donc, ensuite constituent le cœur de l'Irak pour se fondre dans une région marécageuse et deltaïque qu'on appelle le Chat el ou Al-Arab. Je rappelle que sur ces fleuves, il y a des sites historiques importants, on y reviendra, et surtout aujourd'hui, Bagdad sur le Tigre, Bagdad, la capitale du pays, qui est d'ailleurs protégée des inondations de ces fleuves par un réseau de digues. Un pays donc qui est bien sûr historiquement très agricole, malgré les déserts, 13% du territoire est cultivé, ce qui est peu bien sûr par rapport à la Turquie où c'est quelque chose comme 36%, ou la Syrie où c'est 30%, ce qui est assez remarquable pour un pays essentiellement désertique aussi. Quoi qu'il en soit, en Irak, l'agriculture est essentiellement irriguée, elle ne peut pas fonctionner autrement. Et hélas, elle est en difficulté sérieuse depuis la guerre du Golfe de 1991, étant donné qu'une bonne partie des infrastructures ont alors été détruites. Un pays dont l'économie repose cependant beaucoup plus sur le pétrole, qui est exploité depuis 1927. Cela avait bien sûr intéressé les Anglais à l'époque. Un pétrole qui est situé surtout dans le nord-est, en pays kurde, tout comme dans le delta lui-même, et surtout offshore, dans le Golfe, dans ce Golfe donc arabo-persique. Parmi les villes du pétrole importantes, rappelons Kirkouk et Mossoul, en pays kurde, dans le nord-est du pays donc, mais aussi les grands ports pétroliers que sont Basra, qu'on appelait aussi Bassora, Abadan et même Fao, qui est un port pétrolier insulaire dans le Golfe proprement dit. Tout cela étant relié par des réseaux d'oléoducs très importants pour le pays, en provenance donc de Mossoul et Kirkouk, qui partent en partie, une partie de ces oléoducs partent vers le nord, n'est-ce pas, vers la Turquie et vers Iskenderun, ce port sur la Méditerranée, mais aussi qui traverse le système des grands fleuves vers l'ouest et là, sur le versant ouest du pays, descendent vers le delta. Bon, cet Irak, c'est beaucoup plus que cette économie pétrolière moderne. C'est bien sûr, je l'ai laissé entendre, ou je l'affirme ici très clairement, un des berceaux de l'humanité, 6 ou 7 000 ans d'histoire avant notre ère, bien sûr, étant donné que les premières populations qui se sont installées dans cette Mésopotamie l'ont réalisé, cette implantation, dans le contexte du recul de ce qui était à ce moment-là un golfe. La Mésopotamie était en fait un bras plus profond encore du golfe arabo-persique. Et au moment où un retrait des eaux, les peuples environnants des plateaux descendent. Il s'agit de Sémites et de Sumériens, de tribus sémites et sumériennes, qui, au fil des siècles, se mettent à pratiquer le drainage des grandes régions marécageuses et éventuellement à implanter une gestion de l'eau, une véritable irrigation centrée sur des cités-États. C'est un peu ici que les cités-États ont été inventées. Il y a 3000 ans avant notre ère, la ville d'Uruk existe, ou à peu près il y a 3000 ans avant notre ère, c'est-à-dire une ville qui a presque 5000 ans, sous le roi sumérien Gilgamesh, alors que l'écriture sumérienne est inventée. Et là, les inventions se multiplient dans les cités-États de la région, notamment dans Kish, Lagash, Nippur, alors que l'astronomie est développée, la mathématique, alors bien avant que les Arabes ne soient eux-mêmes devenus très habiles dans ces domaines, donc plusieurs millénaires avant, que la roue est inventée, que des formes architecturales originales sont mises au point, notamment les constructions à étages, les tours, les ziggourats. On peut penser à la tour de Babel. Babel, ça signifie Babylone. Mais passons à ce Babylone. Babylone sur la rive gauche de l'Euphrate et Our, beaucoup plus proche du delta, qui en fait à cette époque était sur le delta lui-même. Remonte à cette époque, ces villes-là... Babylone qui était le siège du roi Hammurabi, qui est célèbre parce qu'il a mis au point un code, un peu l'ancêtre du droit, n'est-ce pas, cet Hammurabi.
dans un contexte où les peuples sumériens étaient en compétition avec les peuples environnants et qu'ils ont eu donc à sortir de leur bassin et à mener des guerres. C'est le cas, avançons un peu vite, en 586 avant notre ère, Nabucodonosor II prend Jérusalem, d'où il déporte les Juifs vers Babylone. C'est une date très importante de l'histoire du judaïsme. 539 avant notre ère, toujours Cyrus le Grand conquiert Babylone et lui libère les Juifs. Et bien sûr, en 323, avant notre ère toujours, Alexandre le Grand vient mourir à Babylone, dont il avait espéré faire la capitale de son empire, étant donné qu'il respectait beaucoup l'histoire de Babylone. Bon, avançons un peu plus rapidement encore. Début du 7e siècle, 634, fondation par les Arabes de l'Irak à l'Arabie. Voilà, l'Irak devient intégré au domaine arabe avec cette expansion dont nous avons déjà parlé. Ils fondent Bagdad. La ville de Bagdad est fondée en 762 et quelques décennies plus tard, fin 8e, début 9e, arrive le règne d'Haroun al-Rachid, alors que Bagdad devient une des villes les plus brillantes du monde arabe. Toutes choses qui ont été évoquées dans les Mille et une nuits, un recueil de textes remarquables, c'est quelques Mille et une nuits ayant censé avoir eu lieu donc à Bagdad. Bon, quoi qu'il en soit, période arabe, mais ensuite suivie de la période ottomane, alors qu'en 1534, les Ottomans qui commencent à repousser les Arabes dans la région, puis à dominer la région, prennent Bagdad. Ils demeurent en contrôle de l'Irak jusqu'à l'effondrement de l'Empire ottoman. C'est turc donc, ces Ottomans, en 1918. Alors que, bien sûr, c'est l'Angleterre qui devient la grande puissance de la région elle-même, qui avait commencé à s'y établir à la recherche d'un contrôle d'un axe, un autre axe que les Anglais veulent contrôler, donc de la Méditerranée jusqu'au domaine indien, jusqu'à Bombay, jusqu'à Calcutta. Ils s'implantent donc dans la région. Au 19e siècle, ils prennent le contrôle de ce qu'eux ont appelé la côte des pirates, qui devient la côte de la Trêve. Fin 19e, ils commencent à établir les protectorats dans le Golfe. Et finalement, après la Première Guerre mondiale, à la suite des traités de Sèvres et de Lausanne, ils prennent directement le contrôle de l'Irak en 1921. Ils lui accordent l'indépendance en 1932, mais ils maintiennent un contrôle serré de la monarchie en place jusqu'à ce qu'en 1958, il y ait un coup d'État militaire de général Qassem et que donc là, l'influence anglaise est de plus en plus limitée. Cela est suivi de deux autres coups d'État en 1963 et 1968 dans un contexte où Saddam Hussein arrive en scène. Il ne deviendra président qu'en 1979, mais 7 ans avant, il y aura eu en 1972 la nationalisation de l'Iraq Petroleum Company, qui reprend en fait une nationalisation que les Iraniens en 1951 avaient réalisée, mais cette fois-ci ça marche. C'est une des choses qui entraîne la crise du pétrole en 1973, dans un contexte donc où éventuellement Saddam devient en 1979, alors qu'il est président, même année où le Shah d'Iran est renversé par les ayatollahs, il devient en quelque sorte un des remparts, ou est perçu comme un des remparts devant la poussée de l'islamisme, poussée, n'est-ce pas, par les ayatollahs d'Iran, un rempart de l'Occident, devant cet islamisme, mais aussi un peu devant cet Iran, cette Perse, n'est-ce pas, dont on craint l'expansionnisme. Donc, il y a une guerre à ce moment-là entre l'Iran et l'Irak de 80-88. L'Irak est appuyé logistiquement par l'Occident qui arme cet Irak massivement, alors qu'il y a une compétition entre l'Iran et l'Irak pour le Chat el-Arabe, c'est-à-dire ce delta qui donne accès au Golfe. Compétition qui est reprise avec le Koweït, plus ou moins sous un prétexte de Saddam en 90, alors qu'il envahit au mois d'août le Koweït et que ceci est suivi de l'intervention de l'Occident, la guerre du Golfe qui débute en février 91. Bon, défaite bien sûr militaire de Saddam Hussein, mais grande victoire en fait, en réalité, de Saddam dans la mesure où bien que depuis lors, c'est-à-dire depuis 91, des sanctions ont été imposées à son pays, je dis bien à son pays, par l'ONU et par les Américains, embargo commercial, embargo militaire bien sûr, où on impose un contrôle des exportations du pétrole qui ne sont permises que dans la mesure où elles permettent d'acheter de la nourriture pour un pays dont l'agriculture a été en bonne partie ruinée. On impose des zones d'exclusion aérienne à l'aviation irakienne sur son propre territoire, dans un contexte où les Kurdes dans le nord sont toujours en opposition avec Saddam Hussein, et que celui-ci maintient un certain prestige dans le monde arabe. Il ne faut pas oublier que l'Irak, c'est la Mésopotamie, que l'Irak, c'est l'Irak à l'Arabie, et que pour les gens de la région, les populations de la région, c'est un lieu de prestige, et que les pressions que l'Occident fait subir, que les souffrances que l'Occident impose par l'embargo à la population irakienne, parce que c'est elle qui perd, Saddam gagne,
c'est quelque chose qui est très choquant donc, pour l'ensemble de ces populations, quels que soient les autres enjeux impliqués, notamment la question d'Israël dans la région, notamment la question des relations et de toutes des relations avec l'Occident en général et de la question de la gestion du pétrole, toutes choses dont nous reparlerons plus tard. Les deux pays les plus pesants au plan démographique dans la région sont bien sûr, on l'a laissé entendre, l'Iran à l'est et à l'ouest la Turquie avec quelques 67 millions d'habitants sur près de 800 000 km² avec une densité donc moyenne de 85 habitants au km², le double, plus du double de la moyenne régionale. On est ici véritablement sur le toit du Moyen-Orient dans la mesure où cette plateforme constitue un pont surélevé vers l'Europe, vers la Thrace qui appartient en partie à la Turquie et à la Grèce, et que cette table, occupée au centre par ce qu'on appelait autrefois l'Asie mineure, l'Anatolie, elle a une altitude moyenne de 800 mètres. Elle est relevée sur ses bordures nord et sud avec deux chaînes alpines. Au nord, sur la mer Noire, les monts Pontiques qui culminent à quelques 3000 mètres et au sud, les monts du Taurus qui culminent également à quelques 3000 mètres. Et entre ces deux bordures très élevées, quand même un plateau en moyenne aussi, lui aussi, très élevé. Cette altitude, en réalité, elle s'accroît vers l'est du pays, alors que les plus hauts sommets se trouvent dans la région du Caucase, qui est en partie donc turque, avec le mont Ararat qui s'élève à plus de 5000 mètres, et que ce noyau du Caucase, en fait, il se prolonge vers l'est avec les monts Elbourz, n'est-ce pas, en territoire iranien. Cette table, cette plateforme, elle est, il faut le rappeler, animée par le volcanisme, en particulier dans l'Est, dans ce qui était autrefois l'Arménie, c'est-à-dire, on y reviendra à cette question, et aussi un pays kurde. Cette plateforme, en moyenne, elle est peu arrosée, on l'a déjà dit, à peu près 500 mm par année, sauf donc sur ses bordures et sur les étroites plaines côtières, notamment celles qui bordent la Méditerranée, en particulier du côté d'Iskenderun. Le centre du plateau, en fait, si on le traverse, est constitué de reliefs très tourmentés, résultant de tufs volcaniques en bonne partie, ce qui donne des formations morphologiques assez impressionnantes, comme en Cappadoce, n'est-ce pas, au sud-est d'Ankara, une région qui est habitée depuis au moins le deuxième millénaire, ce qui est même pour la région quand même assez honorable, qui a été envahie par les Hittites au début de ce deuxième millénaire, et bien sûr, on l'a vu par Alexandre beaucoup plus tard. Cette Cappadoce qui est un des plus anciens foyers du christianisme, dans une région donc où, notamment au Moyen Âge, des chrétiens s'y sont réfugiés et qu'on y trouve des grottes ornées de fresques tout à fait remarquables qui sont l'une des gloires, n'est-ce pas, de l'histoire du christianisme. Ce plateau donc anatolien, il a été intégré au domaine turco-mongol alors que des tribus turkmènes sont arrivées ici au XIe siècle. Donc ce terme de turc et de Turquie est quelque chose de très récent pour la région. Ceux-ci ont progressivement repoussé les Grecs qui étaient présents dans cette Asie mineure, rappelons-nous Alexandre, les Arméniens bien sûr et les Kurdes. Allons un peu plus vite. À la fin du XIXe siècle et au début, pendant la Première Guerre mondiale, les Arméniens ont été largement massacrés à la fois par les Turcs et les Kurdes. Il y a eu au moins 2 millions d'Arméniens qui ont été massacrés. On peut parler d'un génocide ici. Et c'est dans ce contexte que la Turquie moderne a été formée sur les restes de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman avait vraiment fait peau de chagrin, n'est-ce pas, avec les traités des années 20, Lausanne et Sèvres, n'est-ce pas? Et dans un contexte donc où l'Arménie elle-même a été dépecée. L'Arménie, à cette époque-là, elle comprenait un territoire qui est aujourd'hui en Turquie et en Iran. Tout cela a été enlevé aux Arméniens. Tout ce qui est resté, c'est cette petite république qui est devenue soviétique à l'époque, qui est maintenant un pays indépendant, dans le Caucase. Mais l'Arménie était beaucoup plus étendue à l'époque. Et d'ailleurs, ces vicissitudes de l'histoire ont fait qu'il y a une importante diaspora d'Arméniens dans le monde.
Bon, c'est Atatürk, Mustafa Kemal, qui a pris le pouvoir à ce moment-là, au début des années 20, en Turquie, qui a été responsable de l'expulsion d'au moins 1 million de Grecs, et puis aussi d'une répression qui a continué aux dépens des quelques Arméniens qui restaient. Et dans un contexte où les Kurdes ont participé à cette répression, parce que ça leur a notamment permis d'occuper le territoire évacué par ceux-ci, par les Arméniens. Aujourd'hui, les Kurdes, qui sont d'ailleurs multinationaux, on en retrouve en Syrie, en Irak, et en Iran aussi, bien sûr, ils sont à peu près 9 millions en Turquie, dans cet est de la Turquie, et comptent pour à peu près donc 15% de la population totale du pays. Alors que les minorités arméniennes et grecques, elles ont pratiquement été éliminées. On n'en retrouve que dans l'ouest du pays, dans des villes telles qu'Istanbul, les grandes villes comme Istanbul et Izmir. Istanbul, la plus grande ville du pays. Donc un pays qui est, malgré le régime d'Atatürk qui voulait rendre le pays laïque, a été largement islamisé. Aujourd'hui, plus de 98% de la population de la Turquie est musulmane. Un pays qui est donc aussi, on l'a laissé entendre, largement agricole. Plus du tiers du territoire est cultivé. C'est l'agriculture la plus importante de la région, malgré les faibles rendements. L'agriculture céréalière, l'élevage du mouton est très important, et culture de type méditerranéenne aussi, bien sûr. Une densité de population qui est beaucoup plus forte à l'ouest, donc du côté de la Grèce et de l'Europe, avec notamment d'autres régions de forte densité, comme par exemple dans le golfe, autour du golfe d'Iskenderun. Istanbul, la maîtresse ville, on l'a laissé entendre, justement une ville bicéphale, européenne et asiatique, sur ce pont, n'est-ce pas, menant à la Thrace. Ankara, la capitale, plus ou moins au centre du pays, 4 millions d'habitants, ou 3 ou 4, alors qu'Istanbul, c'est plus de 6. Autre ville importante, Izmir, l'ancienne Smyrne, face à la Grèce, n'est-ce pas? Dans une région côtière très dentelée, avec des îles, un grand port où le tourisme se développe beaucoup. Autre ville importante, Adana, dans le sud-est, c'est un grand centre agricole, non loin d'Iskenderun. Iskenderun, justement, grand centre sidérurgique qui bénéficie aussi des infrastructures du pétrole, avec le grand port pétrolier qui est l'aboutissement de l'oléoduc qui vient de la Haute-Vallée du Tigre. Aussi, un pays qui bénéficie de plus en plus d'infrastructures hydroélectriques importantes, avec des grands barrages sur le Haut-Euphrate, avec un lac artificiel, le lac Atatürk, et le barrage Atatürk, à la fois pour production d'hydroélectricité, mais aussi pour l'irrigation. Un pays, cependant, qui souffre beaucoup de la pauvreté, surtout dans l'est du pays, qui est d'ailleurs le principal berceau de l'émigration des Turcs, en partie vers l'Europe et vers la République fédérale allemande. On avait eu l'occasion de le mentionner. Mais où, cependant, l'alphabétisation progresse, plus de 80% de la population, ce qui est beaucoup pour la région et ce qui rapproche la Turquie de l'Europe, à laquelle elle a posé sa candidature à l'Union européenne. Ce pays, d'ailleurs, dont les liens avec l'Europe ont été consolidés avec son intégration à l'OTAN, malgré les tensions avec la Grèce, parce que cette Turquie a été longtemps conçue comme un verrou devant la progression de l'islamisme, une vision assez simpliste, mais enfin, qui rappelle tout de même cette fonction de pont que la Turquie représente entre l'Europe et le Moyen-Orient. Les villes riches d'histoire, les villes représentantes de civilisations du désert, les villes sur lesquelles il y a beaucoup à dire dans l'histoire de la géographie, elles sont nombreuses dans ce Moyen-Orient. On peut penser à Persépolis, qui est aujourd'hui en ruine. On peut penser à Damas, une ville très chargée d'histoire. On peut penser à Istanbul, une ville à la fois européenne, à la fois asiatique. On peut penser aussi, bien sûr, à Jérusalem. Et c'est sur celle-ci que nous allons nous attarder quelque peu. Jérusalem, une ville donc représentative de plusieurs millénaires d'histoire, une ville qui a déjà été conçue comme étant au centre du monde, d'où l'expression de capitale universelle que j'utilise ici. Au Moyen Âge, les cartes du monde, que l'on appelait les cartes T dans O, étaient donc des cartes circulaires au centre de laquelle trônait Jérusalem, entourée par l'Europe, l'Asie, l'Afrique et la Méditerranée et le Nil. C'était les éléments essentiels et Jérusalem était au centre de tout cela. Parce qu'effectivement, Jérusalem était au centre de l'histoire. Une histoire immense qui remonte à la fin du 3e millénaire avant notre ère, donc fondation par les Jésubéens, à peu près donc 4000 ans, vers l'an 1010 avant notre ère. Cette ville a été prise à ce moment-là par les Israélites qui étaient dans la région depuis à peu près 2 siècles, et qui ont établi une cité, la cité du roi David, dont un vestige est demeuré, ou enfin, on en a la mémoire, l'hôtel de David.
quelque temps plus tard, cette cité de Jérusalem et les Israélites ont connu une expansion, donc au Xe siècle avant notre ère. Et de cette époque date le temple de Salomon sur le site même de l'hôtel de David. Bon, Jérusalem a subi, et la région, bien des invasions, en gros du 9e au 6e siècle avant notre ère, toujours, des invasions amáréennes, assyriennes, babyloniennes. Et s'agissant des invasions babyloniennes, il faut rappeler la destruction du temple par Nabuchodonosor en 586 avant notre ère, et la déportation des Juifs qui ont été ramenés en 538 de Babylone, bien sûr, à Jérusalem. Époque donc où, au début de toute une autre série de conflits et d'invasions, dont celle éventuellement au IVe siècle d'Alexandre, nous en avons parlé. Et puis les Romains, en l'an 63 avant notre ère, Pompée prend la ville de Jérusalem, en démantèle les murs. Ceux-ci sont reconstruits sous César en 47 avant notre ère, alors qu'en 36, ou plus exactement en 37 avant l'ère chrétienne, la ville est reprise par un roi juif, Hérode le Grand, qui érige à nouveau des murs, d'ailleurs en collaboration avec les Romains à ce moment-là, puisqu'il y a à ce moment-là une paix dans la région. Le règne d'Hérode se termine en l'an 4 avant notre ère, alors que le Christ vient de naître. Il y a des petits ajustements à faire dans vos livres d'histoire. Hein. Il naît à Bethléem, au sud de Jérusalem, donc à peu près à 4 ans avant notre ère, avant l'ère dite chrétienne. La ville ensuite a une histoire tout aussi intense. En 70 de l'ère chrétienne, elle subit un siège romain sous Titus, à la suite duquel le temple est détruit. Au début du IIe siècle, il y a une insurrection juive qui est réprimée par l'empereur Hadrien et ses troupes. Ensuite, à compter du début du IVe siècle jusqu'au 7e siècle, pendant quelques 300 ans, la ville est résolument chrétienne. On appelle ça la période chrétienne, sous l'empereur Constantin, d'où Constantinople, n'est-ce pas? Et c'est au début du règne de Constantin que l'église du Saint-Sépulcre est construite au centre même de Jérusalem. Cette ville est ensuite prise au 7e siècle, en 638, par les Arabes musulmans, dans le cadre de cette grande expansion, alors que l'église du Saint-Sépulcre est détruite. Bon, vient ensuite, quelques siècles plus tard, le choc des croisades, alors que Jérusalem est un des grands enjeux. En 1099, Jérusalem est prise par les croisés à l'occasion de cette première croisade, et c'est sous la direction de Godefroy de Bouillon. Elle est reprise un siècle plus tard, au moins d'un siècle plus tard, en 1187, par le grand sultan Saladin, qui a beaucoup marqué l'histoire de la région pendant ce siècle, ce qui provoque la troisième croisade, ici sous la direction notamment de Richard Cœur de Lion. Vous voyez à quel point Jérusalem rappelle de grands épisodes de l'histoire du lien ou des contacts et même du choc entre l'Orient et l'Occident. Au XIIIe siècle, la ville est à nouveau dévastée, cette fois-ci par des attaques égyptiennes et même par des attaques mongoles. On n'a pas beaucoup parlé, mais les Mongols ont beaucoup essaimé dans la région aussi, notamment pendant ce XIIIe siècle. De 1244 à début du XVIe siècle, c'est la domination turque en fait, ou de tribus, de représentants de tribus turques, jusqu'à ce que la ville tombe sous tutelle carrément de l'Empire ottoman en 1517 et que Soliman le Magnifique fait ériger des remparts dans un contexte où là, la ville est devenue un peu plus marginale, elle est décadente, dans le contexte de la géopolitique de la région. Début 19e siècle, 20e siècle, ce sont les Anglais qui entrent en scène avec en 1917, à la fin de la campagne d'Arabie avec... ça me reviendra. Allenby donc prend la ville en 1917 avec Laurence d'Arabie. En 1917, Allenby entre à Jérusalem. En 1920, celle-ci est déclarée capitale de la Palestine qui est sous mandat britannique. En 1947-48, alors qu'il y a la création de l'État d'Israël qui est suivie par une guerre, la première des guerres entre Israël et ses voisins, il y a une armistice qui est signée en 1949. Jérusalem, à ce moment-là, est partagée avec la Jordanie. Et la partie moderne qui demeure en Israël est déclarée par les Israéliens capitale donc d'Israël, alors que la vieille ville est en territoire jordanien, lesquels Jordaniens interdisent l'accès à tout Israélien au lieu saint, ce qui est évidemment difficile à accepter pour ceux-ci. Et en 1967, suite à la guerre remportée par Israël, cette nouvelle guerre remportée par Israël, Israël rétablit l'accès universel au lieu saint, ce qui a été maintenu depuis lors. Et même un peu plus tard, la Knesset déclare justement Jérusalem capitale universelle en 1980.
Bon, cette ville est située dans l'intérieur du territoire israélien, dans les collines de Judée, à quelques 800 mètres d'altitude. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une ville carrément de montagne, à proximité du désert, donc marquée par la sécheresse, par le froid aussi, par la neige en hiver. Une agglomération de quelques 600 000 habitants, au bout donc de ce couloir du territoire israélien qui s'avance en territoire cisjordanien. Une géographie des quartiers assez caractéristiques, centrée sur donc la vieille ville, qui est toute petite, quadrilatère d'1 km par 1 km, donc 1 km carré, délimitée par les murs de Soliman, qui lui en avait donc fait reconstruire, des murs percés de 11 portes, toutes célèbres, notamment l'entrée ouest, très fréquentée, la porte de Jaffa, à côté de la citadelle et de la tour de David, et puis à l'intérieur de ce quadrilatère, des quartiers. Quartier nord-ouest chrétien, quartier sud-ouest, donc d'un partie ouest arménien, les musulmans au nord-est et les juifs au sud-est devant le mur des Lamentations. L'église du Saint-Sépulcre, comme repère important, qui a été reconstruite, est donc au centre, celle qui avait été construite au IVe siècle, donc sous Constantin. Donc, dans le sud-est de la ville, ce qu'on appelle l'esplanade, cette plateforme dans l'angle sud-est de la vieille ville, donc, il faut bien préciser, avec le quartier musulman au nord et le quartier des Juifs juste au pied, bordé par le mur des Lamentations, cette esplanade qui correspond en fait à un des pans du temple qui avait été construit par Hérode. Sur cette esplanade s'élève le dôme du rocher, qu'on appelle aussi le dôme de la roche, sur le site qui est en fait sur le site d'une mosquée qui a été érigée à la fin du 7e siècle, laquelle avait été érigée sur le site du temple de Salomon, qui a presque 3000 ans d'histoire, lui-même érigé sur le site de l'hôtel de David, qui a un peu plus de 3000 ans d'histoire. Vous voyez qu'ici, les rappels historiques sont nombreux. Sur cette plateforme, on trouve aussi la mosquée El-Aqsa, la première construite par les musulmans à Jérusalem en 660. On trouve aussi le dôme de la chair, le noble sanctuaire, enfin les repères multiples pour les chrétiens, pour les musulmans, et bien sûr et surtout d'abord pour les juifs. Jérusalem en est truffée. Jérusalem est véritablement une ville qui mérite parmi certaines autres, mais sans doute presque mieux que toutes les autres, le titre de capitale universelle. Dans le cadre de nos petits chapitres transversaux, nous allons maintenant aborder un sujet très moyen-oriental, mais à l'échelle mondiale, à savoir le pétrole, en insistant sur les conséquences de la répartition du pétrole dans le monde sur son commerce. La consommation, et tout comme la production d'énergie, il faut le savoir, sont en hausse constante à travers le monde, et une hausse qui est particulièrement forte dans les pays développés, dans les pays industriels. Si on prend quelques petits repères faciles, évoquons les chiffres suivants pour avoir des repères. Dans le cadre de l'ensemble de l'énergie primaire produite et consommée dans le monde, c'est-à-dire quelques 8 milliards et demi de tonnes d'équivalent pétrole, l'Amérique du Nord consomme 28% de cette énergie primaire, l'Europe en consomme 18%, le Japon et la Corée à peu près 7%, et le reste du monde environ 47%. Ceci dit, l'Amérique du Nord compte à peu près 5% de la population mondiale. Et je vous ai dit 28% de la consommation d'énergie. En passant, au niveau de la consommation de pétrole, c'est à peu près la même chose. L'Amérique du Nord consomme 27% du pétrole consommé dans le monde. L'Europe, avec 18% de la consommation d'énergie primaire et 20% de la consommation de pétrole, compte pour 8% de la population du monde, alors que le reste du monde dont j'ai parlé consomme 47% d'énergie primaire, mais compte pour 84% de la population du monde. Tout cela, ça veut dire donc que la consommation per capita d'énergie, et notamment de pétrole, est beaucoup plus élevée dans les pays industriels, dans un rapport de 10, 15 ou 20 pour 1, par exemple entre les États-Unis et le Canada et certains pays d'Afrique ou d'Asie. Et cette consommation, elle est forte tant pour l'industrie que pour l'agriculture, que pour la consommation domestique. Et elle entraîne une très forte dépendance énergétique des pays industriels à l'endroit des pays dits du tiers-monde.
Ce qui ne veut pas dire que les ressources énergétiques de ces pays industriels ne soient pas considérables, bien au contraire. Par exemple, si on regarde les principaux producteurs pétroliers dans le monde, les États-Unis sont au deuxième rang, un peu derrière l'Arabie saoudite, avec 10% de la production mondiale en 1998, à peu près. La Russie au troisième rang, la Norvège et le Royaume-Uni ensemble, qui sont au 8 et au 9e rang, produisent quand même 8% du pétrole mondial. Le Canada, au 10e rang, produit 3,5%. Gaz naturel, les 5 premiers pays producteurs sont des pays industriels et le Canada en fait partie. Ensemble, ces 5-là, comprenant donc la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, plus le Canada, produisent plus de 60% du gaz naturel consommé dans le monde. Énergie hydraulique, 7 des 10 premiers producteurs sont des pays industriels. Ça comprend encore une fois les États-Unis et le Canada qui sont aux 2 premiers rangs. L'énergie nucléaire, tous les producteurs, bien sûr, sont des pays industriels. Le premier de tous, de très loin, ce sont les États-Unis avec près de 30% de la production. Si on ajoute la France et le Japon et l'Allemagne, on a les 4 premiers producteurs du monde qui, à eux seuls, produisent plus de 60%. Il faut rappeler que le Canada, qui est toujours très bien placé dans ses palmarès, c'est le premier producteur d'uranium au monde avec lequel on produit l'énergie nucléaire, avec 30% des ressources de production d'uranium dans le monde. L'Australie au 2e rang. Charbon, 7 des 10 premiers producteurs mondiaux sont des pays industriels. Il y a bien sûr la Chine qui est très importante, que je ne classe pas ici comme pays industriel, qui produit le quart du charbon dans le monde. Mais ceci dit, le bilan que je viens de vous tracer rapidement, c'est que les pays industriels sont très riches mais en ressources énergétiques, mais que malgré cela, il leur faut considérablement importer. Le résultat, c'est que le premier produit commercial dans le monde, c'est le pétrole. Sur les 3,5 milliards de tonnes produites annuellement, disons à la fin du 20e siècle, il y en a 2 milliards à peu près qui font l'objet de commerce international et qui sont exportés. Et les principales origines de ces flux d'exportation, voilà, on y arrive, d'abord le Moyen-Orient. Ce Moyen-Orient qui, en 1973, a été à l'origine de la crise du pétrole, alors que les pays de l'OPEP, avec plusieurs pays du Moyen-Orient en tête, dont l'Irak, ont suscité une hausse des prix. À ce moment-là, en 1973, le Moyen-Orient exportait 65% du pétrole mis en marché à l'échelle mondiale. Ça a chuté considérablement dans les années qui ont suivi, étant donné la nécessité qu'ont éprouvé les pays industriels, eux, d'accroître leur propre production, notamment dans le Royaume-Uni et en Norvège, mais aussi aux États-Unis même, au Canada. Revenons en 1973. 65% de la production est exportée dans le monde est assurée par le Moyen-Orient. L'Afrique, c'est-à-dire l'Algérie, Libye, Nigeria, produisait 17%, l'Amérique latine 12%, je parle des exportations, pas de la production, et l'URSS de l'époque, à peu près 4%. En 1998, bien que le Moyen-Orient ait vu sa part du marché mondial des exportations chuter en 1984 à 30%, en 1998, la part du Moyen-Orient est remontée à 46% des exportations mondiales. On devrait près de la moitié de ce qui est exporté comme pétrole dans le monde provient du Moyen-Orient. Les autres régions du monde ont gardé à peu près leur même part. Et ce qui est important de rappeler, c'est que la destination de ces exportations, en 1973, en gros, les États-Unis en accueillent 20%, l'Europe en accueille 50% et l'Asie, avec le Japon en tête, en accueille 17%. En 1998, la part des États-Unis a grimpé à 26% des importations mondiales. La part de l'Europe a chuté à 28% parce que l'Europe a diversifié ses sources d'énergie, notamment en développant massivement le nucléaire comme en France, en accroissant sa propre production de pétrole, alors que le Japon, lui, l'Asie et le Japon en tête, est passé de 17% à 33%. Alors on voit la carte des flux du pétrole, c'est bien sûr vers les grandes zones industrielles de l'Asie du Nord-Est, de l'Amérique du Nord et de l'Europe, avec bien sûr comme premier fournisseur le Moyen-Orient, mais aussi des pays d'Afrique et d'Amérique latine, en particulier le Venezuela et le Mexique. Dans ce contexte, le rôle et la place et le rôle du Moyen-Orient comme premier fournisseur est réaffirmé. Les exportations énormes qui sortent du Golfe arabo-persique et aussi via la mer Rouge, grâce à tous les réseaux d'oléoducs qu'il y a dans la région, qui empruntent même la route du Cap autour de l'Afrique, qui empruntent même le détroit de Malacca pour aller vers le Pacifique et donc vers le Japon notamment et la Corée, SM en bonne partie à partir donc de ce Moyen-Orient, c'est-à-dire Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Irak bien sûr, Iran, dans un contexte où l'Europe et l'Asie sont les premiers récepteurs, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier le flux, ceci dit, important qui se dirige vers les États-Unis, qui provient aussi en partie de l'Amérique latine et aussi même de l'Afrique. Et dans l'ensemble de ces réseaux, la prédominance de l'Arabie saoudite qui assure jusqu'à 20% des exportations annuelles de pétrole dans le monde. Je vous rappelle que le pétrole
correspond en gros à peu près 40-45% de la production primaire d'énergie totale à l'échelle mondiale, le bois étant exclu de cette équation. D'où l'importance de l'appui à l'Arabie saoudite et aux monarchies du Golfe de la part des grandes puissances industrielles. Ils ont besoin de ces pays pour leur fin d'énergie, n'est-ce pas? Et de la géographie, de la géopolitique très complexe qui en résulte, notamment la géopolitique des superpétroliers, ces géants des mers qui contribuent beaucoup à leur pollution, le problème des contrôles des détroits et des passages à travers le monde, et ce que j'appellerais la géopolitique aussi des transports terrestres, les oléoducs à travers la péninsule arabique, à travers le Caucase, et puis les oléoducs à travers l'Europe, et bien sûr ceux à travers le Canada et les États-Unis. Dans ce contexte, il faut toujours rappeler que les premières réserves mondiales de pétrole sont au Moyen-Orient et que les réseaux et les routes du pétrole, elles commencent d'abord et avant tout, et elles concernent d'abord et avant tout ces liens que le Moyen-Orient entretient avec le reste du monde.